Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiennent en ce moment même à Lima au Pérou. La croissance économique est au cœur des débats. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan y participe. Le 9e et dernier vol des pèlerins ivoiriens arrive aujourd'hui. Le 8e vol est arrivé hier à 15h avec un contingent de 461 pèlerins. L'équipe de la RTI avec Ali Yoda, Keita Sidiki et Ousseini Maïga étaient du voyage. Nous allons recevoir Ali Yoda pour parler de ce Hajj. 6 millions de Guinéens sont appelés à élire leur président ce dimanche. 8 candidats se présentent pour ce premier tour, dont Alpha Condé, le président sortant, et Cellou Dalein Diallo, son principal opposant. Notre envoyé spécial Christelle Ménan est à Conakry. Elle nous dira comment se déroule ce scrutin. Pour le magazine de ce dimanche 11 octobre 2015, nous allons parler des grandes réformes qui s'opèrent dans la profession pharmaceutique en Côte d'Ivoire, l'inadaptation des lois de 1960 et de 1962 face aux nouveaux défis. Notre invité est le docteur Charles Boudifo, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'entretien, ce sera pour tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiennent en ce moment même à Lima au Pérou. La croissance économique est au cœur des débats. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan y participe. Ces assemblées annuelles qui ont débuté le 9 octobre dernier prennent fin ce dimanche. Hugues Hervé Blé, envoyé spécial de RTI 1 à Lima au Pérou. Lima, la capitale péruvienne, est la première ville d'Amérique latine à accueillir les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale depuis 1967. Une fois le constat des incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale fait, le président péruvien Ollanta Humala, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim et la directrice générale du FMI Christine Lagarde ont chacun invité leurs hôtes à ensemble faire face aux grands défis et contraintes qu'impose le ralentissement de l'économie mondiale. 3,1% en 2015 contre 3,4% en 2014, c'est le taux de croissance mondiale révélé par la directrice générale du FMI. Face à ce rythme bien plus faible que ce qui est nécessaire pour faire reculer sensiblement le chômage et la pauvreté, Christine Lagarde invite avec Jim Yong Kim les dirigeants du monde à faire tout leur possible pour que chaque personne sur cette terre ait une vie plus digne, plus saine et plus prospère. La délégation ivoirienne à ces assises était conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes d'abord heureux d'être ici à Lima, au Pérou. Voilà un pays qui a eu un moment donné des difficultés, qui a fait des réformes importantes et qui voit les choses bouger positivement. Et je pense que les exemples qu'on nous a montrés d'un jeune homme qui était atteint par la tuberculose et qui a vu sa situation s'améliorer lorsque le président Jim Kim, en tant que docteur, l'avait vu en son temps et le voit maintenant, je crois que c'est un exemple extraordinaire qu'il faut lutter pour les pauvres et ne pas se dire qu'ils sont condamnés à mort. Vous avez vu le monsieur comme il était et maintenant. Ça veut dire que si nos pays font des politiques de réforme, des politiques, pas seulement de développement économique, mais aussi des développements inclusifs, de croissance inclusive, ça peut changer la donne. Responsable d'horizons divers à délégation des pays membres du FMI et de la Banque mondiale, représentant des milliers d'affaires privées, de la communauté bancaire, des ONG et autres invités, ont répondu par milliers au rendez-vous de Lima. L'occasion pour le FMI et la Banque mondiale de partager leur évaluation des développements récents, des perspectives de l'économie mondiale et présenter les priorités de leurs activités. Hugues Hervé Blé, revenons en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture relance le secteur agricole à l'ouest avec 2 projets. Il s'agit du projet de production et de transformation du soja. Ces projets vont coûter plus de 40 milliards de francs CFA et générer des milliers d'emplois directs. F. Boué. Une enveloppe de 16 milliards de francs CFA pour relancer la production et la transformation du soja. Le projet soja avait fait les beaux jours dans la région du Bafing au début des années 90, mais il est interrompu du fait des longues années de crise.
Aujourd'hui donc, sur cette place publique de Touba, toutes les parties prenantes sont rassemblées pour sa relance. Près de 120 000 exploitants annoncés, des milliers d'emplois directs en perspective. Nous sommes là pour présenter le projet aux populations dans ses grandes composantes et leur annoncer qu'en janvier, le projet va démarrer concrètement sur le terrain par l'installation des exploitants pour leur permettre de produire du soja qui sera ensuite collecté et commercialisé. En attendant donc l'installation des premiers producteurs en janvier 2016, population, élus et cadres expriment leurs sentiments. Quand le soja était ici, Touba vivait. Et aujourd'hui, sans le soja, Touba a changé. Des grands groupes industriels mondiaux qui sont dans le domaine de la mayonnaise, dans le domaine de la production de l'aliment de bétail, vont accompagner ces projets. Il y aura une transformation de premier niveau qui se fera sur place ici à Touba, qui vont créer donc d'autres emplois directs dans notre région. Donc nous ne pouvons qu'être des cadres heureux. En plus du projet soja, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom Ouest, est aussi lancé le même jour. Le Propacom Ouest, qui est d'une valeur de près de 30 milliards de francs CFA, dont presque 23 proviennent du FIDA, et qui est d'une durée de près de 6 ans, va cibler à peu près 30 000 ménages, qui constituent 210 000 bénéficiaires. On peut donc le dire, le lancement conjoint de ces deux projets d'envergure va redynamiser l'agriculture dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Une redynamisation qui passe aussi par la formation. L'école de formation agricole de Ferentella est donc visitée. Pour le développement du secteur de l'élevage et surtout pour l'autosuffisance en protéines animales, le ministère des Ressources animales et halieutiques fait de la région du Bafing une priorité. Une campagne de sensibilisation a été menée par le ministre Adjoumani en vue de convaincre les éleveurs de la région à s'impliquer véritablement dans cette politique. Kwasi Mamadou. La région du Bafing, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, est une zone propice à l'élevage de bovins, de caprins et surtout de volailles. Mais les acteurs de cette filière installés dans cette région sont tous dans l'informel. Et le ministre des Ressources animales et halieutiques veut professionnaliser ce secteur afin que le Bafing participe à la politique d'autosuffisance en protéines animales. Pour les éleveurs du Bafing, les véritables problèmes qu'ils rencontrent sont le manque de soutien et les conflits récurrents avec les agriculteurs. Mais à ce niveau, le ministre rassure. Nous avons déposé à la table du gouvernement un projet de loi qui va parler donc de la transhumance. Et quand ce projet de loi va être adopté, puis voté à l'Assemblée nationale, nous pourrons disposer donc de l'élément nécessaire pour indemniser toutes les personnes victimes donc de cette transhumance-là. Les jeunes et les personnes handicapées ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour les projets dont ils bénéficient. Actuellement là, nous on a 1000 chais, 3 tonnes et demie, plus les médicaments. Ils ont tout assuré. Sur nos sites, que c'est les handicapés qui travaillent là-bas. Mais le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani soutient également qu'un vaste programme d'élevage sera lancé en faveur des jeunes et des femmes. Nous avons décidé d'installer les femmes dans le cadre d'un projet, à savoir une femme, un coq, 10 poules. C'est un projet pilote et nous avons décidé d'installer 50 fermes traditionnelles dans le département de Touba. Après Touba, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, accompagné du ministre Sanogo Mamadou, se sont rendus à Ferentella, un village de la sous-préfecture de Touba. Ici, ils ont procédé à l'inauguration du centre culturel destiné à l'épanouissement de la jeunesse de ce village. Un don du ministre Mamadou Sanogo, cadre du village, pour accompagner le développement de Ferentella. Autre information dans cette édition, l'Institut ivoirien de l'entreprise en ligne a organisé à l'hôtel communal de Cocody le baptême de la première promotion. Le 114 promote l'activité s'inscrit dans le cadre du programme d'amorçage des PME. Abou Sanogo. Refus de l'échec. Bien plus qu'un concept, un engagement de la première promotion des promoteurs de PME. Leur cérémonie de baptême a été organisée par l'INIE, l'Institut ivoirien de l'entreprise. Nous, la première promotion, refus de l'échec, prenons l'engagement de mériter de la confiance qui nous est faite et de réussir à créer avec vous des entreprises qui connaîtront le développement prévu.
114 promoteurs retenus sur les 7292 au départ, après 3 phases de sélection conduites par l'INIE. Ces jeunes vont travailler en réseau après une formation par l'Académie Clonix. Clonix, comme on le dit, c'est un programme qui s'appuie sur le programme Phoenix qui a été adopté par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres qui s'est tenu à Bengo. Et il s'appuie aussi sur la loi sur les PME qui a été adoptée en 2014. Phoenix, il s'agit pour Phoenix de créer une masse critique des PME à l'horizon 2020. Répartis entre 2 filières, 60 pour la tomate hors sol et 54 pour la pisciculture tilapia. Les sélectionnés vont recevoir du financement pour leur installation. À propos des financiers, je les encourage vivement à faire confiance à des structures comme l'INIE et à accompagner notre jeunesse entreprenante, surtout quand elle est le fruit d'un tel processus qui a permis de la profiler. Pour ce programme d'amorçage de PME, la RDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, est aux côtés de l'INIE. L'Union des femmes des producteurs de cacao de la Société coopérative des agriculteurs de Kodia, région de San Pedro, s'engage dans la lutte contre la pauvreté. Elle vient de créer une savonnerie à base de cacao. Thérèse Tapeyoboué. La transformation des matières premières en produits finis est devenue une réalité à Kodia, dans la sous-préfecture de Médan, située à 45 km de Sassandra. En effet, l'Union des femmes des producteurs de cacao de la société coopérative de cette localité vient d'initier un projet dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Une fabrique de savon et de potasse à base de cacao. C'est une trouvaille des étudiants de l'université de Korogo. La savonnerie vient d'être inaugurée en présence des acteurs de la filière café-cacao. Actuellement, nous, on s'est mis en groupe. Nous, on fait du savon, on produit du savon. Donc vraiment, dans ces jours-là, je suis en joie de dépasser le degré de joie là même. Puisque la pauvreté, là, je l'ai chassée loin. La famille est riche et la religion aussi est riche. Une convention a été signée entre l'université de Korogo et l'Union des femmes des producteurs de cacao de la société coopérative de Kodia. Cette convention va permettre aux étudiants de Korogo d'effectuer des stages dans cette unité, permettre aux enseignants de faire des recherches de développement et d'aider ainsi à la promotion et à l'autonomisation de la femme de la filière café-cacao. Cette savonnerie a été financée par un chocolatier italien avec l'appui de l'Union des coopératives agricoles de San Pedro à hauteur de 15 millions de francs CFA. Les femmes de Tabagne dans le département de Bondoukou se mobilisent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Elles ont mis sur pied une organisation non gouvernementale pour promouvoir les femmes du monde rural. Nous allons rester avec Thérèse Tapeyoboué. Tabagne est une sous-préfecture située dans le département de Bondoukou, région du Gontougou. Les femmes de cette sous-préfecture ont décidé de lutter contre la pauvreté et améliorer leurs conditions de vie à travers des activités agricoles. Pour ce faire, elles ont mis sur pied une ONG dénommée Adiatien, qui signifie en langue bron « le soleil s'est levé ». Face au niveau croissant de la pauvreté et les conditions de vie difficiles de nos populations, particulièrement des femmes, il apparaissait nécessaire d'engager d'urgence le combat contre cette pauvreté qui maintient nos contrées dans une léthargie sans nom. Jeannette Igbrago dit compter sur le soutien des autorités administratives et coutumières ainsi que toutes les forces vives de Tabagne pour l'atteinte de l'objectif de cette ONG, l'autonomie financière des femmes de Tabagne. Le conseiller agricole de la Nader a loué le courage des femmes du monde rural et salué l'avènement de l'ONG Adiatien, soulignant compter sur cette organisation pour sortir les femmes de Tabagne de la précarité. Quant au sous-préfet de Tabagne, il a exhorté les chefs de village, de famille, les rois, à mettre à la disposition de ces femmes des parcelles afin qu'elles puissent mener à bien leurs activités agricoles. Elle est tout à fait autre chose. La cité rouge fermée pour cause de travaux va rouvrir pour le grand bonheur des étudiants ivoiriens. Une cérémonie de remise de clés a eu lieu le 7 octobre dernier. Témoin pour RTI 1, Doigt des Lasers.
Des bâtiments flambant neufs avec plus de 600 chambres toutes réhabilitées, un amphithéâtre et des aires de jeu rénovées. Voici le nouveau visage de la cité universitaire Château d'eau, connue sous le nom de la cité rouge de Cocody-Saint-Jean. Fermée pour des travaux, il y a environ 3 ans, cette cité est prête à accueillir les étudiants des universités publiques d'Abidjan. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamey Kounan, qui a procédé à la remise des clés de cet édifice au Centre régional des œuvres universitaires. Le ministre Niamey Kounan a invité les étudiants à faire de cette cité la vitrine de la propreté de la commune de Cocody. Cette cité, c'était la cité la plus prestigieuse de notre temps. Il est donc question d'entretenir, de dire d'abord merci et de prendre soin. Il ne faut pas gâter, il ne faut pas casser, quelle que soit l'appréciation que vous faites de ce que vous avez reçu. Les étudiants fiers de voir leur résidence plus agréable ne manquent pas d'exprimer leur joie. On n'a pas de chambre, on n'a pas de cadre de bosse, donc c'est ce qu'on attendait, quoi. Il va falloir faire de la sensibilisation, du respect de l'environnement, du respect du cadre de vie. Il faut inculquer cela, il faut intégrer cela même dans les maquettes même de l'enseignement. Pour la réhabilitation des universités et des cités universitaires de Côte d'Ivoire, ce sont plus de 110 milliards de francs CFA que l'État a investi de 2013 à 2015. L'objectif étant d'offrir aux étudiants un cadre propice pour leur formation. La direction de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Abidjan 2 a initié une journée dénommée Journée de la persévérance scolaire. Objectif, promouvoir l'excellence à l'école. Vénan Seman, Niamey. Pour cette première édition de la Journée de la persévérance scolaire, ce sont 100 élèves du primaire et du secondaire de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Abidjan 2 qui ont été nominés. Sur les 100 nominés, 30 ont été primés. Ces élèves ont eu des notes comprises entre 14 et 18 de moyenne. Le super prix est revenu au meilleur des meilleurs, Zarou Hussein, élève à l'Institut libanais de Trècheville, qui a obtenu la moyenne annuelle de 18,24 sur 20 pour passer en classe de première C. Je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés que ça doit être une motivation pour eux. Parce que comme ça, la prochaine fois, ils feront plus d'efforts et sauront que leurs efforts seront récompensés à la fin du parcours. Selon la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Abidjan 2, la journée de la persévérance scolaire vise à promouvoir l'excellence à l'école et aussi à encourager les élèves à persévérer dans leurs études. Les autres journées, c'est en fin d'année qu'on organise les journées de l'excellence. Nous avons organisé nos journées en début d'année et on l'a appelé journée de la persévérance. Parce qu'on veut amener les enfants, dès les premiers moments de la rentrée, à se mettre au travail pour obtenir de meilleurs résultats. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Abidjan 2 entend pérenniser cette journée afin d'inciter les élèves à plus d'abnégation au travail. Le général Akissi, seule femme générale de l'armée ivoirienne, veut se mettre au service des personnes démunies, encore plus des femmes et des enfants. Elle a procédé au lancement des activités de sa fondation, la Fondation Générale Akissi. Plus de détails avec Eric Goré et Serge Colliard. La prise en charge médicale et psychosociale des fistules, la santé maternelle et infantile, la lutte contre les violences basées sur le genre et la lutte contre le travail des enfants constituent les grandes actions de la Fondation Générale Akissi. Dédiée aux femmes et aux enfants, cette fondation, créée par la seule femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire, va se mettre au service des plus vulnérables. L'organisation compte sur l'appui de ses partenaires, notamment l'ONUCI, pour réussir sa mission. Nous sommes en train de contribuer à ce qui est déjà fait sur le terrain par la société civile, à savoir œuvrer dans la promotion des droits de l'enfant, l'enfant étant marginalisé. Et puis les femmes ont leur autonomisation. Nous disons que nous devons aussi apporter notre pierre à l'édification. Des enfants qui ont retrouvé le sourire grâce à cette initiative. Désormais, ils pourront aller à l'école sans problème. Ils bénéficient de prise en charge offerte par la Fondation Générale Akissi. Redonner le sourire aux enfants et aux femmes, c'est la mission que s'assigne la Fondation Générale Akissi. La commune de Koumassi a abrité une conférence portant sur les conditions de vie des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire. Elle a été organisée par l'organisation non gouvernementale AFAMA.
Femmes et élections pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, c'est le thème de la conférence animée par le docteur Nsiata Ouattara, spécialiste en genre. Une occasion pour la conférencière d'instruire les femmes, leaders d'associations et ONG sur l'attitude à adopter avant, pendant et après les élections. C'est un droit civique qu'elles doivent exercer. Elles doivent comprendre que personne ne peut décider à leur place. Elles doivent comprendre que leur voix compte. Leur voix compte parce qu'en Côte d'Ivoire, nous représentons 49,59% des électeurs inscrits sur les listes électorales. La femme, c'est celle qui apaise. Donc après les élections, les femmes doivent œuvrer à maintenir la paix déjà retrouvée en Côte d'Ivoire. L'initiative est de l'ONG AFAMA, Association féminine d'aide mutuelle et d'action humanitaire. Pour la présidente, cette conférence est capitale, l'actualité nationale étant marquée par l'élection présidentielle prévue dans environ 2 semaines. Il était donc important de sensibiliser les femmes à aller aux élections afin d'exprimer leur choix. Nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin pour sensibiliser les femmes à sortir massivement, à prendre une part active à cette élection-là, pour qu'ensemble nous puissions aller décider de qui va gouverner notre pays. Créée en 2006, l'association féminine d'aide mutuelle et d'action humanitaire est un réseau composé de plus de 2000 femmes. Cette ONG lutte pour l'amélioration du bien-être social de la femme et de l'enfant. Le 9e et dernier vol des pèlerins ivoiriens arrive aujourd'hui. Hier, le 8e vol est arrivé à 15h avec un contingent de 461 pèlerins. L'équipe de la RTI avec Ali Yoda, Keita Sidiki et Ousseini Chimaïga étaient de voyage. Voici le reportage d'Ali Yoda. Comme leurs co-religionnaires des 7 premiers vols, ceux de ce 8e et avant-dernier vol ont passé près d'un mois en terre sainte de l'islam pour accomplir le pèlerinage islamique, 5e pilier de l'islam. Ce sont environ 4200 personnes qui ont ainsi exécuté les différents rites constituant les piliers du Hajj, à savoir le Tawaf, tourné 7 fois autour de la Kaaba, le parcours entre Safa et Marwa en souvenir du geste d'Agar, la mère d'Ismaël, la station à Arafat, étape ultime du pèlerinage, le séjour de Mina et la lapidation. Cette lapidation qui a provoqué le 24 septembre 2015 des bousculades qui ont fait plus de 1000 morts, dont une vingtaine d'Ivoiriens. Au moins 934 blessés et de nombreux disparus. Avant la bousculade de Mina, une grue était tombée à la mosquée et fait des morts et des blessés. Cette série de drames n'a cependant pas empêché le déroulement du Hajj et les fidèles ont pu s'acquitter de leurs différentes obligations liées au Hajj avant de retourner dans leur pays respectif. Nous recevons maintenant notre confrère Ali Yoda qui était à la Mecque, vous l'avez entendu à l'instant. Il est revenu, vous le voyez, il est en pleine forme. Ali Yoda, bon retour, même si vous avez gardé la barbe. Oui, tout à fait. C'est inhabituel. Merci, Alvaro. Voilà. Et alors, il y a eu de bousculades lors du pèlerinage à la Mecque cette année. Il y a eu plusieurs morts, malheureusement, des Ivoiriens. Que s'est-il réellement passé ? Oui, malheureusement, il y a eu ce drame de la lapidation à Mina. C'était donc après que les pèlerins aient effectué ce rite-là, qui est la lapidation d'une des stèles-là, qu'ils revenaient. Un groupe donc de pèlerins revenait de la lapidation pendant qu'un autre groupe partait. Et ce sont ces deux groupes qui se sont rencontrés. Et évidemment, il y a eu cette bousculade qui a malheureusement provoqué de nombreux morts, en effet. Et à l'Ioda, il y a malheureusement une fois de plus encore eu de nombreux Ivoiriens et surtout des disparus. Oui, bon, évidemment, ce drame-là a touché toute la communauté islamique qui était en Arabie Saoudite. Il y a eu effectivement des Ivoiriens. Je pense que nos autorités qui organisent le Hajj viendront de façon officielle faire le point de ce qui est arrivé, mais il y a eu malheureusement des Ivoiriens, et je l'ai dit, au moins une vingtaine de personnes ont perdu la vie, d'autres sont au nombre des disparus.
Malheureusement. Alors, vous êtes revenus sains et saufs, vous et Keïta Sidiki et Ouseni. Maïga, pas de traumatisme? Oui, non, ça va, par la grâce de Dieu, ça va, on se porte bien en tout cas. Quelques jours de repos tout de même? Certainement, avec l'autorisation naturellement de la direction générale et de la direction des ressources humaines. Et quelques jours de repos, vous allez reprendre le travail, certainement. Tout à fait, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir, heureux de savoir que vous êtes revenus sains et saufs. Le travail va reprendre avec vous également. Nous sommes heureux de savoir que Keïta Sidiki et Ouseni Maïga sont également revenus. Voilà. Merci Alvo. Merci Aliouda. Allez, restez avec nous, nous allons continuer ce journal. Restez avec nous. Alors, sachez que le retrait des cartes d'électeurs est effectif ce dimanche ici, en Côte d'Ivoire. Les 6 300 142 électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote pour le retrait de leurs cartes. Le président de la commission électorale indépendante était ce matin à Cocody dans un bureau de vote pour constater l'effectivité du démarrage de cette opération importante dans le processus électoral ici en Côte d'Ivoire. Rappelons que cette opération s'achève le 17 octobre prochain. Le reportage complet de Michel Digré dans nos prochaines éditions. 6 millions de Guinéens sont appelés à élire le président ce dimanche. 8 candidats se présentent pour ce premier tour, dont Alpha Condé, le président sortant, et Solo Dalen Diallo, son principal opposant. Notre envoyé spécial, Christelle Menon, est à Conakry. Christelle Menon, si vous êtes en ligne, comment se déroule ce scrutin? Très tôt ce matin, les Guinéens étaient au rendez-vous de ce scrutin présidentiel du 11 octobre. Ils sont plus de 6 millions d'électeurs à choisir parmi 8 candidats. C'est munis de leur carte d'électeur qu'ils se sont dirigés vers les 14 000 bureaux de vote installés un peu partout dans le pays. Notre équipe se trouve en ce moment dans un bureau de vote situé à Bellevue, en banlieue de Conakry. Dès 7 heures, nous avons effectivement constaté l'installation du matériel par les membres des bureaux de vote. Les files d'attente des votants s'allongent peu à peu. Le scrutin présidentiel a bel et bien commencé et se déroule jusque-là sans incident. Merci Christelle Menon, que vous retrouverez certainement à 20h. Revenons en Côte d'Ivoire, rendons-nous dans la commune d'Abobo où plus de 10 000 enfants ont été déparasités. On en parle avec Koné Pargasoro. L'organisation non gouvernementale Nancy Côte d'Ivoire dans la commune d'Abobo. Objectif, sensibiliser et déparasiter environ 10 000 enfants âgés de 1 à 15 ans. Nous savons que le problème de parasites est très développé dans les pays tropicaux. Donc, pour essayer d'aider l'État à lutter contre ces parasites, nous avons décidé de les seconder. Voici pourquoi nous avons organisé cette séance de déparasitage. Accueillant cette caravane, autorités communales, chefs traditionnels, guides religieux et population d'Abobo ont exprimé leur gratitude à l'ONG Nancy Côte d'Ivoire. Profitons de cette séance de déparasitage. La présidente de l'ONG a prodigué des conseils au moment présent. Elle les a exhortés à inculquer à leurs enfants le lavage des mains avant chaque repas. Rappelons qu'avant la commune d'Abobo, l'ONG Nancy Côte d'Ivoire a sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan. Elle compte se rendre les jours à venir à l'intérieur du pays en vue de permettre aux enfants des villes de l'intérieur de bénéficier également des séances de déparasitage. Pour le magazine de ce dimanche 11 octobre 2015, nous allons parler des grandes réformes qui s'opèrent dans la profession pharmaceutique en Côte d'Ivoire. L'adaptation des lois de 1960 et de 1962 face aux nouveaux défis, l'accroissement du nombre des acteurs. Notre invité est le docteur Charles Bougifo, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Docteur, merci d'avoir accepté chez notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Asto Touré et de Sita Soro. Le 2 septembre 1960, la Côte d'Ivoire adoptait la loi portant création d'un ordre national des pharmaciens. 2 ans plus tard, une autre loi vient instaurer le code de déontologie pharmaceutique. Ces lois avaient pour objet d'assurer le respect des devoirs professionnels, défendre l'honneur et l'indépendance de la profession, mais aussi de veiller à l'accès à la profession. Compte tenu de la croissance de la population pharmaceutique
et des difficultés d'appréhension réelle des réalités de la profession depuis 1960, de nouveaux textes ont donc vu le jour. Une loi portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens, une autre sur le code de déontologie pharmaceutique et celle relative à l'exercice de la profession de la pharmacie. Certaines dispositions contenues dans la loi de 1960, jugées encore pertinentes, ont été reconduites et parfois renforcées. Il s'agit notamment de l'objet de l'ordre qui a été réformé. L'obligation d'inscription à l'ordre des pharmaciens avant tout exercice de la profession et de leur engagement vis-à-vis de la couverture maladie universelle. Les 17 et 18 septembre dernier à Yamoussoukro, se sont tenues les journées de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Alors docteur, dites-nous tout de suite, qui est pharmacien? Merci de l'occasion que vous me donnez. Qui est pharmacien? C'est un étudiant ou une personne qui a fait 5 années d'études dans une faculté de pharmacie et en 6e année est couronné par une thèse doctorat d'État et qui devient donc un professionnel de la santé spécialiste des médicaments. Donc 6 années pour être pharmacien. Il y a combien de pharmaciens en Côte d'Ivoire? Alors, il faut savoir que les fichiers du Conseil national de l'ordre définissent 1493 pharmaciens. En fait, nous pensons que nous en avons un peu plus de 1600 parce que l'ancienne loi faisait obligation aux pharmaciens de s'inscrire que ceux qui avaient une activité professionnelle. Alors, nous savons que nous avons énormément de pharmaciens qui n'ont pas d'activité professionnelle et donc nous pensons que nous sommes au-delà des 1600 pharmaciens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comment se porte votre corporation? Alors, je dirais que notre corporation a été fragilisée, comme vous le savez. Avec les troubles sociopolitiques, nous avons eu énormément de pharmacies qui ont été détruites, plus d'une centaine, des grossistes répartiteurs qui ont également été pillés, et même la faculté de pharmacie qui a vu tout son appareil pour les travaux pratiques détruit. Mais malgré tout cela, la profession a tenu à être soudée, s'est restructurée, et avec le nouveau projet de loi, entend aller de l'avant. Et vous avez pu vous rendre compte qu'en aucun moment, la population a pu manquer de médicaments. Ça vous dire à quel point on entend jouer notre rôle d'agent de santé. Alors, ces nouveaux projets de loi, c'était depuis quand? Et là, on a parlé, Astou Touré et Sitasoro nous ont parlé des lois, l'inadaptation des lois de 1960 et de 1962 face aux nouveaux défis. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, il faut savoir que, bon, comme je vous ai dit, ça fait quand même pour certaines 55 ans. Et donc, il était important de se rendre compte qu'il y avait des aspects à prendre en compte et que ces lois avaient été mises en place par nos dévanciers. Ce qui a changé essentiellement, c'est de renforcer justement l'action du pharmacien comme agent de santé, de rendre obligatoire la formation professionnelle continue, parce que ce qui ne l'était pas, de faire une promotion de la santé publique. Et l'autre élément qui reste pour nous indispensable, c'est aller à la décentralisation, parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le Conseil national de l'ordre, qui est uniquement composé de 12 membres, doit pouvoir gérer l'ensemble de cette corporation pharmaceutique, qui est donc pas loin de 1500 pharmaciens. Et donc, c'est pour nous quelque chose de primordial de pouvoir aller à la décentralisation, donc installer ces structures qui nous permettront d'être à côté des pharmaciens afin de jouer notre rôle, c'est-à-dire veiller au respect du devoir professionnel pour qu'ils soient de véritables agents de santé publique. Docteur, vous avez parlé de décentralisation. Comment est-ce que cela va se faire sur le terrain? Alors, il faut savoir qu'avec ces 3 nouvelles lois, il y a 3 organes qui organisent donc l'ordre des pharmaciens. Il y a le conseil régional. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'étendue de la Côte d'Ivoire sera divisée en régions pharmaceutiques. Nous en prévoyons 6. Et à la tête de chaque région pharmaceutique, on aura un conseil régional. Et donc, ce conseil régional va donc gérer tous les pharmaciens qui se trouvent dans cette région pharmaceutique, aussi bien l'inscription, veiller au respect de devoirs professionnels, s'assurer de leur formation continue, et donc nous permettre de nous assurer que les pharmaciens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, exercent leur art avec dextérité. Le deuxième organe, c'est le conseil central. Vous savez que l'ordre aussi a une mission de sanctions disciplinaires. Donc le conseil central sera la structure qui va donc prononcer les sanctions disciplinaires, mais en première instance. Et enfin, le conseil national, lui, va continuer de faire la politique qui est celle du secteur pharmaceutique, donc d'administrer aussi bien les pharmaciens, d'être les représentants auprès des autorités politiques administratives et aussi coordonner les actions à la fois des conseils centraux, des conseils régionaux, et il intervient en appel, parce que vous savez que le conseil central pourra donc prononcer des sanctions de première instance, et c'est le conseil national qui pourra soit les confirmer ou les invalider.
Alors, oui, docteur, on va récapituler très rapidement avec vous. Il y a le conseil régional, le conseil central, le conseil national demeure. Le conseil régional et central vont soutenir le conseil national. Tout à fait. Tout à fait. Exactement, parce que, comme je le disais tantôt, toutes ces fonctions étaient dévolues au conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et comme je le disais, il était difficile pour le conseil national de l'ordre de pouvoir être bien à côté de ses adhérents et veiller à ce que les devoirs soient faits de façon équitable. Or, avec cette décentralisation, il est clair, et la loi vient renforcer même la mise en place des inspecteurs assermentés pour nous permettre de veiller aux devoirs des pharmaciens dans l'exercice de leur art, et quel que soit le secteur d'activité. Parce que la tendance, justement, est de croire que le pharmacien est limité à la pharmacie d'officine. Nous allons y arriver alors, docteur. Alors, vous avez parlé de formation continue, obligatoire désormais. Désormais. C'est vrai que la formation continue a toujours existé. Pour ceux qui seront à l'intérieur du pays, à Bandoukou, Korogo, exactement, elle sera aussi décentralisée. C'est vrai qu'elle a toujours existé. Il y avait les sociétés savantes qui faisaient des formations continues, les laboratoires aussi, également les facultés aussi bien de pharmacie que de médecine. Mais avec cette loi obligatoire, chaque pharmacien devra justifier auprès du Conseil national de sa formation professionnelle continue. Et ça, pour nous, c'est important. Ça permet de nous rendre compte de l'actualisation, je dirais, du niveau de nos pharmaciens, parce que c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution. Alors, docteur, merci pour toutes ces informations. Cas pratique, hein, docteur Boguifo, oui. Est-ce qu'il est conseillé de se faire consulter directement par un pharmacien dans une officine? C'est clair que c'est non. La notion de consultation est un acte médical. Et le Code de déontologie, dans son article 74, précise bien qu'aucun acte médical, aucune consultation ne peut se faire dans une officine. Le pharmacien a pour rôle de donc conseiller, orienter le patient. C'est vrai, pouvoir pallier au premier mot, mais il a pour devoir de pouvoir orienter le patient vers un praticien spécialisé. C'est clair que nous devons faire une nuance parce que notre pays, comme vous le savez, est très étendu avec des endroits où nous pouvons ne pas avoir de centres de santé. Et dans le cas d'espèce, le pharmacien doit pouvoir jouer son rôle en permettant au patient qui vient le voir de pouvoir atteindre le centre de santé le plus proche. Et donc, dans le cas d'espèce, cela de pouvoir intervenir pour aider le patient. D'où l'obligation de formation continue pour s'adapter aux réalités. Tout à fait. Oui. Alors, docteur, on va parler maintenant des médicaments de la rue. Vous êtes pharmacien, j'imagine. C'est un véritable choc de savoir qu'au lieu que l'Ivoirien ou ceux qui habitent en Côte d'Ivoire aillent se procurer les médicaments, la pharmacie préfère se rendre dans la rue pour acheter les médicaments. Le gouvernement fait des efforts, l'ordre des pharmaciens, vous également, je suppose, vous faites des efforts pour lutter contre ce phénomène. Malheureusement, ce phénomène demeure. Oui, c'est un véritable fléau. Il faut le dire que c'est un effet néfaste, même sur je dirais, notre système sanitaire. J'aime aussi dire que même néfaste sur notre économie parce que la recette fiscale n'en profite pas. Et nous sommes tout heureux que depuis l'année dernière, avec insistance du Conseil national de l'ordre et la prise en compte par le gouvernement, la mise en place d'un comité interministériel de lutte contre les médicaments de la rue, qui s'appelle COTRAMED, qui veut dire en fait Comité national de lutte contre le trafic illicite et de contrefaçon de médicaments, qui doit pouvoir être opérationnel d'ici peu et qui pourra nous permettre justement de juguler ce phénomène, qui est un phénomène important. Mais il faut savoir aussi que nous sommes heureux de l'avènement aussi de la couverture maladie universelle, parce que nous avons pu constater que dans tous les pays où il y avait la couverture maladie universelle, ce phénomène tendait à régresser. Parce que vous comprendrez très bien que pour qui est pris en charge et qui peut se soigner, n'a pas besoin d'aller acheter des médicaments de la rue. Très bien, docteur. Alors, médicaments de la rue, on en a parlé. Alors, la pharmacopée traditionnelle ou pratique de médecine traditionnelle, d'abord, quelle différence, et vous, en tant que pharmacien, quelle réaction? Non, il faut savoir qu'on peut dire que nous avons tous bercé plus ou moins dans la pharmacopée traditionnelle. La pharmacopée traditionnelle par rapport à la médecine traditionnelle, il faut juste savoir que c'est un recueil de l'ensemble de substances qui peuvent être surtout des plantes, je dirais aussi des minéraux, des extraits d'animaux qui sont utilisés à visée thérapeutique. La médecine traditionnelle, c'est justement l'utilisation de ces références qui sont reconnues dans certains pays comme pouvant traiter les maladies, et pour lesquelles donc certains de nos
comme on appelle, tradis praticiens, connaissant les vertus, utilisent, bien sûr, parfois avec des incantations, mais ça fait partie, je dirais, de l'esprit du contexte africain pour soigner les malades. L'aspect qui nous intéresse dans le cadre de cette nouvelle loi, il faut savoir que la pharmacopée, la médecine traditionnelle est en train d'être encadrée au niveau de la Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé. Et même dans le cadre de la nouvelle loi, il nous est fait obligation en tant que pharmacien, justement, de promouvoir, de faire la recherche de telle sorte qu'on puisse permettre de produire des médicaments à partir de la pharmacopée traditionnelle. Et nous entendons au niveau du Conseil national de l'ordre soutenir cette action parce que nous pensons que nous avons énormément de références en termes de pharmacopée traditionnelle pour faire des traitements qui puissent être très efficients. Alors, Dr Boudifo, le commun de l'Ivoirien pense que le pharmacien est celui qui vend des médicaments, un affairiste, plutôt que praticien, pharmacien. Quelle réaction? Alors, il faut savoir que, lorsqu'on parle de celui qui vend des médicaments, on parle de l'officinal. C'est vrai que l'activité officinale se caractérise par une bivalence. Il doit être à la fois agent de santé, mais qui doit également faire du commerce. Et donc, s'il fait du commerce, il faut bien qu'il puisse, lorsqu'il vend des médicaments, pouvoir récupérer pour pouvoir renouveler son stock. Mais il est clair que, comme dans toute économie, on peut trouver des affairistes. C'est la raison pour laquelle le Conseil national de l'ordre, à travers cette nouvelle loi, a voulu permettre cette décentralisation, de telle sorte que nous puissions nous rendre compte de toutes les dérives qu'il pourrait y avoir dans le secteur pharmaceutique afin de les corriger. Et nous entendons également pouvoir développer, comme j'avais dit tantôt, l'axe avec les inspecteurs assermentés pour que le pharmacien ivoirien soit un véritable agent de santé. Et ça, ce sont les défis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans cette perspective qui se veut pour l'année 2015-2016. Alors, lorsque vous nous donniez la définition du pharmacien, c'est l'étudiant qui fait 6 années d'études, sanctionné par un doctorat, et puis après, il devient un pharmacien. Mais c'est un véritable parcours du combattant, par exemple, pour ouvrir une officine. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce secteur? Pourquoi c'est aussi difficile? Alors, je pense qu'il faut savoir qu'ouvrir une officine, c'est non plus pas ouvrir... Le coût? Non, ce n'est pas ouvrir une boutique, ça répond à un besoin de santé publique. D'accord. Donc, il y a un coût quand même. Oui, non, forcément un coût. Mais lorsque ça répond à un besoin de santé publique, ça rentre dans la politique sanitaire du ministère de la Santé. Et donc, c'est en fonction des besoins de la population qu'on ouvre une officine. Et c'est clair que lorsque le ministère de la Santé, dans sa politique, a défini ses besoins, le ministère, donc, par arrêté, définit une commission de programmation nationale des officines qui, elle, va, en fonction des besoins, regarder les critères et donc attribuer. Et bien sûr, la réalité au jour d'aujourd'hui, c'est que la demande est bien supérieure par rapport à l'offre et qui justifie cet état de fait. C'est une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il y a certains aspects qu'on devra pouvoir développer dans notre pays. Docteur, je veux comprendre, la demande est supérieure à l'offre, c'est-à-dire plus de pharmaciens? Il y a énormément de pharmaciens qui veulent devenir des officinaux. Alors, comme je dis que ça répond à un besoin de santé publique, on ne va pas ouvrir une officine parce qu'on veut ouvrir une officine. Il faut que d'abord, que l'officine qui soit là, c'est indispensable pour la population. Et il faut que celle qui sera ouverte ou bien celle qui est déjà présente puisse également pouvoir vivre de son activité. Parce que n'oublions pas que je disais tout à l'heure qu'il y a une bivalence dans cette activité. Elle reste quand même commerciale. Donc il faut permettre à cette activité de pouvoir vivre. Sinon, on se retrouve à une situation où on ne pourra pas mettre à disposition de la population des médicaments. Il n'y a pas de balise à votre niveau, hein? Vous ne balisez rien, vous, les anciens qui êtes déjà en activité? Non, pas du tout, puisque, vous savez, je le disais tantôt, c'est du domaine de la politique sanitaire du pays, donc du ministère de la Santé. Nous ne pouvons pas baliser. Je pense qu'il y a même des réalités qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même énormément d'officines qui sont en difficulté économique, et ça, c'est une réalité. Donc, je pense que, de ce point de vue, oui, non, c'est du domaine du besoin de santé publique. Alors, quel est l'avenir très rapidement pour votre corporation? Alors, l'avenir de notre corporation, j'ai envie de dire, elle se veut dynamique. Je pense que la nouvelle va nous aider. Et surtout, dans le cas de cet événement qui est la couverture maladie universelle, pour nous, il est important que nous puissions aller de l'avant parce que c'est une opportunité pour le système de santé en général, mais pour le système pharmaceutique
aussi. Et il était important pour nous, c'est ce qui a justifié justement l'organisation de ces journées à l'ordre, des journées de l'ordre à Yamoussoukro, de faire comprendre et discuter avec les structures en place que dans tous les pays où la couverture maladie universelle s'est bien développée, le secteur privé a contribué énormément. Et donc, c'est la raison qui a justifié qu'on puisse mettre en place un comité technique qui permettra donc de veiller à la bonne réalisation de cette couverture maladie universelle pour le bien-être de nos populations. Merci beaucoup, Dr Charles Boguifo. Vous avez répondu à toutes nos préoccupations. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.